Madame, Messieurs, bonjour. C'est le temps de la rétro. Quand on parle d'élection, on pense d'abord aux discours, aux slogans, aux meetings, aux urnes et aux bulletins de vote. Mais derrière chaque affiche collée, chaque meeting organisé, chaque agent électoral mobilisé, il y a une donnée souvent reléguée à l'arrière-plan, l'argent. L'économie des élections est le cœur invisible de toutes les démocraties. Elle conditionne qui peut participer, comment se déroule la compétition et même parfois le degré de légitimité d'un scrutin. Alors que le Cameroun s'avance vers la présidentielle du 12 octobre 2025, des questions brûlantes s'imposent. Combien coûte cette élection à l'État? Comment sont financés les partis politiques? Quel est le prix réel d'une campagne électorale? Et cette caution imposée aux candidats, est-ce un filtre légitime ou une barrière à la démocratie? Pour en débattre avec lucidité et rigueur, nous recevons ce matin un expert, Jean-Marie Biada, économiste. Il va décrypter avec nous, avec lui on va décrypter l'économie des élections au Cameroun entre budget public et financement politique. Jean-Marie, bienvenue sur le plateau de la rétro. Arnaud, merci d'avoir sollicité un économiste pour parler des questions politiques, parce qu'assez souvent, les entrepreneurs politiques voient la politique sous le prisme uniquement des activités politiques, mais en oubliant que ce qui met en mouvement donc les électeurs, c'est de l'argent. Ce qui met en mouvement le personnel politique qui entoure donc ces acteurs, ces entrepreneurs politiques, c'est encore les ressources financières. Donc, je suis très honoré d'être là pour donner les clés de lecture et de compréhension de ce que c'est que l'économie politique en cette veille de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Merci d'être venu ce matin échanger avec nous. On revient à vous dans quelques instants. Le temps pour nous de revisiter l'actualité de la semaine, c'est le round-up. Le couple présidentiel apporte son réconfort aux ex-otages de Boko Haram libérés il y a quelques jours. Ce réconfort et cet appui financier du chef de l'État Paul Biya et de la première dame Chantal Biya est transmis par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, ce lundi matin. Je remercie par la grâce de Dieu qui m'a soutenu jusqu'à ici. C'est une joie pour les nombreuses familles de ces hommes et femmes sortis des serres de Boko Haram dans la localité de Tagawa et de Zizangue. Une joie amplifiée par le geste du couple présidentiel. Des dispositions ont été prises et des enveloppes ont été préparées, vous les avez dit, que chacun, la plupart étant des élèves, pour préparer leur rentrée scolaire. À l'heure où je vous parle, ils sont libérés, 5 sont. Après les examens, ils vont prendre place à bord du car touristique et regagner leur famille pour reprendre l'école. Ils sont au total 3 Tchadiens, un Congolais et 9 Camerounais libérés par l'armée camerounaise et présentés ce lundi 25 août 2025 à la presse. Il faut souligner que chacun de ces ex-otages a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA du couple présidentiel. La chasse se passe sur Internet. Là-bas, ce sont des promesses d'échanger des devises et monnaies à prix attractifs. À Simbor, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, ce gang de jeunes, âgés de 20 à 26 ans, s'était spécialisé dans la fabrication de faux billets et de fausses cartes magnétiques. Leur arme, une machine initialement destinée à vérifier et compter des billets, transformée en outil de fraude aux côtés d'ordinateurs utilisés pour attirer et tromper leurs victimes. La perquisition du domicile d'un certain Jaurès nous a permis de trouver les billets héros en filant son domicile certaines cartes magnétiques, des dollars australiens en coupure de 120 $10 australiens.
Surnommé Skarma, le mode opératoire consiste à proposer en ligne de faux billets de 10 à 100 euros et même de dollars australiens. Grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ils attirent un nombre croissant de clients crédules, séduits par cette vitrine trompeuse. Pour toute personne tentée par ce type d'offre, la gendarmerie appelle à la vigilance. J'invite tous les voyageurs à faire attention, à effectuer leur change dans les banques, dans les bureaux agréés par le ministère des Finances. Ils sont en garde à vue au poste de gendarmerie des Baumes en attendant leur déferment devant le parquet. Une facilité à gagner de l'argent qui leur aura coûté, au final, bien plus que ce qu'ils avaient pu amasser au fil de leurs activités frauduleuses. Au cœur des travaux de cette 5e session de plein droit du Conseil électoral, figure l'examen et l'adoption des termes de référence de la mission d'Elecam auprès de la diaspora, notamment dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Elections Cameroun veut favoriser une participation optimale des Camerounais de la diaspora au processus démocratique. En étendant nos activités de supervision, de contrôle au-delà de nos frontières nationales, nous réaffirmons avec force le caractère inclusif du processus électoral, tout en veillant à ce que chaque Camerounais, où qu'il réside, se sente pleinement impliqué dans le scrutin, dans le destin de notre nation, à travers l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dont les enjeux ne sont plus à rappeler. En prélude de la présidentielle prévue le 12 octobre prochain, le Conseil électoral trace depuis ce 26 août à Yaoundé les grandes lignes de la 8e concertation nationale avec l'ensemble des acteurs du processus électoral. Une rencontre placée sous le thème « Présidentielle 2025 », dialogue inclusif pour une participation citoyenne, une élection transparente et apaisée. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociopolitiques, ainsi que par la montée en puissance de la désinformation et des discours de haine sur les réseaux sociaux, cette 8e concertation nationale vise pour l'essentiel à sensibiliser les électeurs et tous les acteurs du processus électoral, à promouvoir les messages de paix, à prévenir des discours de haine, mais aussi à réfléchir et à œuvrer ensemble pour améliorer le déroulement du scrutin présidentiel à venir afin qu'il soit inclusif, crédible et apaisé. Le Cameroun, mes chers frères et sœurs, restera debout, uni et indivisible, avant, pendant et après les élections présidentielles du 12 octobre 2025. Cette concertation se veut un espace de dialogue inclusif et constructif, réunissant partis politiques, société civile, médias, autorités religieuses, traditionnelles et administratives. Objectif, bâtir un climat de confiance, garantir la transparence et assurer une participation citoyenne maximale. Et pour la limite que les gens ils discutent, mais ils ne savent pas où les limites sont. C'est un conflit de compétences territoriales qui oppose deux chefs du quartier de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. À l'origine, une usurpation de titres revendiquée par chacun. Il vient couper mon quartier à deux. Je ne sais pas quand il a eu son arrêté et comment. Quand je demande le fond des dossiers, on ne me donne pas. Pour le plaignant Aboubakar, chef de Jalingo, Djaro Abou, son collègue n'est qu'un chef de communauté. Il a été installé à ce titre par consensus, donc sans compétence territoriale. Ils sont partis voir l'Amido pour faire de lui chef de sa communauté. L'Amido refuse d'abord et puis il accepte à condition que tout soit écrit. Et c'est ça le document. En guise de réponse, Sa Majesté Abou Moumini, chef du quartier Gada Mabanga, présente un arrêté préfectoral et accuse son homologue d'usurpation de titres et de vente illicite de terrain dans son territoire. Il a eu son arrêté en 2002, entre 2002 et 2001. Le temps là, le gouvernement n'a pas encore lancé pour l'arrêté préfectoral. Quand le gouvernement n'a pas lancé pour l'arrêté préfectoral, on te fait l'arrêté préfectoral par commande. Mais c'est fou. Et tu as le papier entre tes mains qui disent que tu es le chef de Jalingo. Mais comment il formé un cachet de Kadamabanga? Et tout ça, on ne l'a même pas arrêté. Les voilà qui continuent toujours à signer le papier partout. C'est un vaste territoire qui abrite le siège de la commune et la sous-préfecture de Ngaoundéré 2e. Les populations de leur côté
souhaite l'arbitrage des autorités compétentes le plus tôt possible pour mettre fin à cette discorde. Merci à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Vous regardez la rétrospective de l'information avec comme invité cette semaine Jean-Marie Biada. Il est économiste et avec lui, nous parlons justement du budget public et du financement politique des élections. Jean-Marie Biada, on dit du budget qu'il est d'abord prévisionnel et pour cette élection présidentielle de 2025, du 12 octobre plus précisément, est-ce que vous, économiste, avez une idée du budget alloué à cette opération qui marquera la vie de notre nation? Disons qu'officiellement, ça n'a pas été annoncé, mais on parlait sur la base des élections qui ont précédé, hein, l'élection prévue le 12 octobre 2025, la toute première élection présidentielle organisée par le président Biya, où il était seul candidat d'ailleurs, remonte au 14 janvier 1984. Et c'était pour 5 ans. Il devait rester en fonction. Vous faites 84 plus 5 ans jusqu'en 89. Il a anticipé. Et le 24 avril 1988, il a encore organisé une élection à laquelle il était le seul participant. Il a gagné haut la main, bien entendu, des records largement au-dessus de 90%. Mais la compétition devient extrêmement disputée à partir de l'élection du 11 octobre 1992. Et après le 11 octobre, le mandat était resté toujours de 5 ans. Donc, plus 5 ans, 92, on est en 97. 11 octobre, 97 encore. Et là, c'était encore assez contesté, mais le président Bello Mouba l'a suivi directement. Je retrace tout ça pour en venir au fait que 8 élections, voilà 8 élections ont déjà été organisées. Oui, sous Paul Biya. Voilà. C'est la 8e. Et à ce niveau maintenant, les budgets vont croissant. Donc, quand il est seul, vous voyez très bien que le budget ne peut même pas être de 5 milliards, de 10 milliards. C'est nettement moins. Et quand les compétiteurs deviennent un peu plus nombreux, le budget commence à augmenter. On était à une trentaine de milliards à la dernière élection. Et généralement, qu'est-ce que le président fait depuis ces 7 dernières années que nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international? Vous voyez que le budget change chaque année. C'est-à-dire, il y a 3 types de lois de finances. La loi de finances initiale qui va prévoir dans le budget pour l'année qui va commencer le 1er janvier. Mais s'il y a des effets inattendus au courant de l'année, au courant du premier semestre, le président, qu'est-ce qu'il fait? À partir du mois de juin, il prend une ordonnance pour modifier et compléter la loi de finances initiale. On va donc appeler ça la loi de finances rectificative. Et l'année qui va suivre maintenant, le Parlement va donc voter la loi de règlement, c'est-à-dire qu'il va constater effectivement, on a dit que le budget était de 7 319 milliards pour l'exercice 2025, et le chef de l'État a pris une ordonnance modifiant et complétant cela. Tout jusqu'à on est sorti là, pour plus de 400 milliards. Donc le budget va passer à plus de 7 750 milliards. L'année prochaine maintenant, on va donc soumettre au Parlement un projet de loi de règlement pour constater effectivement sur les 780 milliards, on avait effectivement dépensé combien? En espèces, quand vous consultez dans les rubriques à l'intérieur, c'est moins de 50 milliards à tous les coups. Ce qui fait donc que pour cette année, je peux me risquer à dire que ça ne va pas dépasser ces 50 milliards, puisque en 7 ans, de 2018 à 2022, je crois que le nombre de bureaux de vote n'a pas anormalement augmenté. Nous étions à 25 000, mais cette année, nous serons autour de 32 000. Est-ce que cette modification de budget-là est la conséquence de cet impératif de la nation-là, c'est-à-dire les élections? Cette modification qu'on a eue dans le budget de l'État, d'un peu plus de 400 milliards, vous le disiez tout à l'heure. Non, ça tient compte également des contraintes que l'État a eu à observer au courant du premier semestre. Il y a dans le domaine des finances publiques ce qu'on appelle les restes à payer. Il y a certaines factures, des prestations que vous avez déjà consommées, vous, en tant qu'État. Et on vous demande donc de les payer en janvier. Vous ne parvenez pas février, mars, avril, mai, juin. Alors que vous savez très bien que jusqu'ici, notre budget est l'œuvre d'une loi. Et la loi jusqu'ici est d'essence gouvernementale. Les propositions de loi n'ont jamais prospéré chez nous, qui auraient été d'essence parlementaire. Donc en l'espèce, c'est le gouvernement, le chef de l'État, pour mieux dire les choses, qui a dû donc, comme depuis 7 ans, je vous l'ai dit, chaque fois on modifie, on peut, je vous prends un exemple, on peut dire, pour l'année 2025,
Voici nos hypothèses de confection de notre budget. Le baril du pétrole à l'international sera par exemple vendu à 55 $. Et puis, pendant le premier semestre, on se rend compte que ce baril est monté jusqu'à 80 $ et s'est stabilisé là-bas. Donc, il y a eu des gains inespérés de revenus. On va faire une loi de finances rectificative pour intégrer dans cet excédent de ressources inattendues qui est survenu pendant le premier semestre. Donc, pour le cas aussi, vous le dites très bien. Je crois que l'élection a été prévue en 2025 depuis 2018, on le savait. Donc, je n'ose pas croire que c'est les élections qui ont poussé le chef de l'État à dilater notre loi de finances initiale à hauteur de 400 milliards. Parce que le Camerounais lambda regarde tout ça, c'est-à-dire, on a eu cette modification de budget-là, on a eu ce décret qui autorise le ministre des Finances à recourir à des emprunts, de plus de 923 milliards. Et du coup, l'opinion pense que c'est la conséquence de l'organisation de l'élection présidentielle. Très bonne question. Je dis un mot concernant les 923 milliards. Les gens ne le savent pas. En finances publiques, ça se passe comment? Le gouvernement va initier un projet de loi, loi de finances, il l'envoie au Parlement, le Parlement va délibérer et adopter, et le chef de l'État a 15 jours pour promulguer cette loi. Et quand le chef de l'État a promulgué la loi de finances, elle rentre en application. Mais jusque-là, le ministre des Finances, qui est ordonnateur en dépenses et en recettes du budget de l'État, ne peut pas se lever pour dire, bon, je cherche de l'argent à côté, le motif pris de ce que c'est inclus dans le budget. Il faut un décret d'habilitation, parfois un décret d'habilitation avec faculté de délégation. J'explique ça très rapidement. Donc, les 923 milliards, en réalité, c'est pas de l'argent qu'on est en train d'aller chercher pour les élections. C'était déjà prévu dans le budget, dans la loi de finances de 2025. C'était prévu. Mais le ministre ne pouvait pas les mobiliser. C'est le chef de l'État, on va dire, comme la loi, en termes de hiérarchie de normes juridiques, c'est un texte qui est au-dessus du décret. Le décret vient préciser donc les modalités de mise en œuvre de ces dispositions contenues dans la loi. Donc c'est le décret du chef de l'État qui va donc habiliter le ministre des Finances en lui disant, sur les 923 milliards, tu vas aller me chercher 40% auprès des banques camerounaises, 20% dans le cas des émissions des titres publics, et le solde maintenant, c'est-à-dire aux 40% auprès du marché financier international. Donc le décret vient préciser donc les modalités de mobilisation des lignes de financement qui avaient déjà été prévues dans la loi de finances. Ce n'est pas les 923 milliards qui seraient hors des 7319 milliards que nous avons évoqués, ou alors des 400 milliards supplémentaires qu'on a ajoutés dessus. Non, ce décret indique seulement comment le ministre des Finances peut aller rechercher donc ces montants qui étaient déjà inscrits dans la loi de finances. J'ai indiqué autre chose, j'ai parlé de décret portant habilitation avec faculté de délégation. Je prends un exemple très simple. Le chef de l'État signe un décret avec faculté de délégation désignant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à mobiliser par exemple 300 milliards pour le budget de l'État. Mais il se passe que dans cet argent-là, un canton sera par exemple au niveau de l'Arabie Saoudite versé pour obtenir les engrais phosphatés, les engrais potassés, les engrais azotés et d'autres fertilisants qui permettent même d'enrichir le sol. Pour le cas du Cameroun, le ministre n'a pas de temps pour aller en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on fait? Grâce à cette délégation, donc, on prévient notre ambassadeur qui est en Arabie Saoudite pour signer une convention entre l'État du Cameroun et ce fournisseur de ces engrais et ces éléments qui permettent d'amender le sol ici. Donc voilà un exemple que je prenais pour expliquer comment le chef d'État signe des décrets d'habilitation, mais en même temps, habilitation avec faculté de délégation. Alors, vous avez parlé des engagements parfois de l'État en termes de mobilisation de fonds qui ne sont pas tenus, qui peuvent parfois justifier la modification justement du budget de l'État. Est-ce que c'est la preuve d'une mauvaise planification? Non, pas du tout. Vous-même, vous avez commencé par dire que le budget était une prévision. Vous voyez, prévision de recettes et prévision de dépenses. Je vous prends un exemple. Par le passé, on serait resté tranquille sans dilater le budget de l'État. Regardez, en 2023, le carburant, pour ne prendre que le cas du diesel et du super, passe, je prends le diesel parce que le carburant industriel, je l'aime beaucoup, je fais des travaux là-dessus, il passe de 570 francs à 720 francs. Vous voyez qu'immédiatement après, c'est rentré en vigueur le 1er février, mais en juin, on était obligé de dilater le budget de l'État pour intégrer dans ce quantum de ressources supplémentaires qu'on va obtenir sur le marché local. L'année dernière également, on fait passer de 720 à 820 francs le litre. Vous voyez que ça fait encore des recettes supplémentaires. Pour l'année 2025, il y a quelque chose que je dois dire. Les élections nous ont sauvés, nous qui sommes des utilisateurs, qui n'avons pas de bons de carburant. Les élections nous ont sauvés.
le budget ou alors la subvention de l'État était passée pratiquement de plus de 200 milliards à 15 milliards. La conséquence devait être quoi? La conséquence devait être qu'on devait encore ajuster à la hausse, c'est-à-dire passer de 820 francs peut-être à 1000 francs. Or, les gouvernants qui décident savent très bien que cela est de nature à mécontenter l'électorat. Et pour ne pas prendre ce risque-là, on a préféré maintenir encore à 820 francs. Mais jusque-là, qui sait, attendons peut-être la fin d'année, après la proclamation des résultats et la prestation de serment, peut-être qu'on pourra encore réajuster à la hausse. Mais ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est plutôt qu'on puisse baisser. Alors, quand on engage ces modifications-là, est-ce à dire que les lignes de réserve, je vais parler d'une ligne qui fait d'ailleurs beaucoup parler, les lignes 94, les lignes 65, est-ce que ça veut dire que ces lignes-là ne peuvent pas tenir pour des urgences de l'État ou bien ce qu'on peut appeler les non prévus? Oui, les dépenses imprévues. Oui, je suis d'accord. En fait, ça c'est mon analyse. Depuis que le Cameroun est sous programme avec le Fonds monétaire international depuis 2017, date à laquelle nous avons reçu notre première facilité élargie de crédit de 666 millions de dollars. Je ne sais pas pourquoi 666. On s'est rendu compte que depuis lors, le Fonds monétaire maintenant est là. L'initiative de la politique publique, notamment au niveau des finances publiques, n'est plus uniquement d'essence gouvernementale. Le Fonds monétaire a son mot à dire. Et depuis lors, c'est pour ça que vous voyez qu'on ne fait que signer lettre ou alors loi de finances initiale et ensuite loi de finances rectificative depuis 2017, à l'exception de 2020 pour être plus précis, l'année au cours de laquelle on a connu le Covid et le Fonds monétaire a imaginé un produit très rapide, la facilité de crédit rapide pour pouvoir faire face au méfait du Covid, avec les 180 milliards à problème qui nous ont été donnés et les mécanismes de consommation de ces lignes-là ont porté problème au point que même la Chambre de compte de la Cour suprême a eu dans son rapport à prendre à défaut tout ce qui disaient qu'ils avaient bien géré, mais la Chambre dans son rapport a dit non, tel que je vois là, ça n'a pas été fait dans l'orthodoxie de la gestion financière. Donc autrement dit, pour venir à votre cas, les lignes qu'on a bien indiquées, ligne 94, pour les urgences dans le domaine des investissements et ligne 65 pour les urgences dans le domaine du fonctionnement, parce que le budget du Cameroun jusqu'ici a deux grands pavés, un pavé pour le fonctionnement et un pavé pour l'investissement. Personnellement, je suis même contre. J'ai fait une proposition lorsque nous, en 2006, nous avons signé la loi, j'ai cette date là en tête, 29 décembre 2006, on a adopté une loi qui instituait désormais les budgets programmes et qui devait rentrer en vigueur 5 ans plus tard. C'est la première fois qu'on voit une loi qu'on vote, elle va rentrer en vigueur 5 ans plus tard. En 2013, j'ai cru que c'était l'occasion pour l'État de diviser son budget en trois. Une partie pour le fonctionnement, une partie pour l'investissement et une autre partie pour l'entretien. Là, c'est un expert certifié, on nous dit, des questions de diagnostic mise à niveau des industries qui parlent. Nous, dans l'industrie, c'est pas autrement. Le budget a trois composantes. Une composante pour le fonctionnement, une composante pour l'investissement, une composante pour l'entretien. C'est d'autant plus que l'État était rentré dans sa vision 2035, vous faites 2009 jusqu'en 2019, l'État a dit je vais me doter d'un parc d'infrastructures, infrastructures de transport, infrastructures de peuplement, infrastructures aéroportuaires, chaussées aéronautiques. Mais tout cela, il faut entretenir. C'était l'occasion, à travers un budget programme, de mettre sur pied une composante dédiée uniquement à l'entretien. Or, lorsque vous avez de la peine à entretenir vos infrastructures, vous voyez très bien que revenir après, lorsque c'est totalement gâté pour tenter de saupoudrer, ça devient compliqué. De faire ce qu'on appelle publiquement l'entretien confortatif, vous voyez que ça ne rapporte pas grand-chose. Regarde sur la route Edea Kribi, on est en train de faire cet entretien confortatif là-bas. Je vous souhaite d'aller de ce côté. Tout le monde ne fait que crier et très fort. Donc, je conclue pour dire que oui, ces lignes 94 et 65 sont là pour des interventions d'urgence. Alors qu'en réalité, ces augmentations, cette majoration du budget de l'État vient beaucoup plus dans le cours de la gestion ordinaire des finances publiques. Comment, parce qu'il faut le dire, l'argent consacré aux élections, c'est des deniers publics. Comment on construit les mécanismes de transparence dans les dépenses d'un budget comme celui-là? Bon, si vous allez lire la loi de 19 décembre 2000 portant financement des partis politiques, malheureusement, la loi a été un peu muette là-dessus. La loi aurait pu mettre sur pied une institution auprès de laquelle les comptes de campagne devraient venir être validés. Nous avons vu le cas, par exemple, chez nos voisins gabonais, et certains ont raison, c'est-à-dire où le pouvoir, l'ordre régnant, demande aux gens de venir justifier leur compte de campagne. Et eux aussi, il y en a qui font des cartes faits en disant, mais vous ne nous avez rien donné.
Au nom de quoi vous nous demanderez à regarder, à foutre votre nez dans ce que nous avons dépensé en mobilisant nos relations à gauche et à droite pour obtenir ces financements. Or, pour le cas du Cameroun, je crois qu'on peut modifier la loi donc, du 19 décembre 2000 qui, de mon point de vue, irait dans le sens de prévoir une institution auprès de laquelle on viendrait maintenant justifier les comptes de campagne, ne serait-ce que sur le canton de financement reçu de la part de l'État. Je suis d'accord là-dessus. Je prends un exemple. Si votre budget, pour prendre le cas de Maurice Kamto, qui avait un budget de près de 6 milliards 200 millions, s'il a mobilisé une bonne partie, mettons 90% de ce budget auprès des bienfaiteurs, auprès des mécènes, sponsors, des mécènes, alors, à la fin, il reçoit comme financement du gouvernement, par exemple, 300 millions. Pour moi, c'est normal qu'il aille auprès de cette institution justifier uniquement les 300 millions reçus de l'État. Et le reste maintenant, à charge à lui peut-être de chercher à justifier ça auprès des bienfaiteurs, des mécènes et des sponsors, auprès desquels il a donc reçu ces financements-là. Donc voilà le vide qu'il y a dans la loi. On va parler de financement des partis politiques, mais je voudrais qu'on reste un peu sur les coûts de la présidentielle. Le coût révélé par Elections Cameroun pour la présidentielle de 2018 tourne à un peu plus de 22 milliards. Pour vous, organiser une élection présidentielle au Cameroun à 22 milliards, c'est cher, c'est considérable si vous comparez au niveau de notre pays. Non, c'est pas cher. 22 milliards quand même, c'est pas cher. Mais pour le cas de l'État, c'est l'expert des questions industrielles qui vous parle. À 22 milliards, ça fait une mini-cimenterie de 30 000 à 50 000 tonnes de capacité installée. Donc je ne peux pas cracher sur 22 milliards. On va peut-être dans le sens... Enfin, moi, je parle maintenant pour m'interroger parfois sur la pertinence des élections chez nous comme mécanisme d'évolution du pouvoir. Il y a des localités ici au Cameroun où vous avez des députés qui sont là, monsieur, depuis 5 mandatures. Est-ce que ça vaut encore la peine d'organiser des élections de ce côté? Vous avez des sénateurs nommés qui sont là depuis 3 mandatures. Est-ce que ça vaut la peine même encore d'aller vers des élections? Vous avez des députés maintenant élus dans plein de circonscriptions qui sont là depuis de nombreuses années. Je veux en venir à quoi? C'est-à-dire, on va aux élections, on dépense 22 milliards, 30 milliards, et à la fin, on a le même résultat. Il faudrait, de mon point de vue, penser déjà à une ingénierie politique allant dans le sens de nous proposer des mécanismes de dévolution du pouvoir. Ce d'autant plus que l'homme politique, il est là. Il y a la volonté de satisfaire aux principes démocratiques, non? Non, monsieur, pardon, là, vous parlez maintenant en économiste. Nous, en économie, en histoire des faits économiques ou en histoire de la pensée économique, nous n'avons vu aucun pays qui a été développé par la démocratie. La démocratie n'est pas un instrument de développement d'un pays, pas du tout. La démocratie, c'est un instrument de fin de parcours. C'est lorsque vous êtes levé, vous portez Savognon de Brazza, vous l'envoyez d'abord comme indique, il va regarder, et après, vous mettez en œuvre ce qu'on appelle la stratégie des 3M. Le militaire, le missionnaire, et puis, bien entendu, le dernier M va venir, le marchand, racler tout ce que le missionnaire et les militaires avaient déjà fait sur le terrain. Les gens veulent aller en Irak, par exemple, et puis les Nations Unies refusent. Mais qu'est-ce qui se passe? On envoie les militaires avant, qui vont détruire le pays, et on voit Ali Burton, qui sont là derrière, pour gagner le marché de construction du pays. Et bien entendu, tous ceux qui étaient restés derrière là maintenant vendent la matière première ou alors des ressources techniques pour pouvoir reconstruire ce pays. Donc pour moi, j'insiste encore là-dessus, il faudrait dans nos pauvres États qui n'ont pas assez de moyens, penser à une grosse ingénierie politique allant dans le sens de trouver des mécanismes de dévolution de pouvoir, pas forcément par la démocratie. Regardez, est-ce que la France, à la base, est un pays démocratique? Non, vous partez partout en Europe, c'est des monarchies. La Belgique, c'est une monarchie qui a fait 4 ans, monsieur, sans élection, et le pays a continué de fonctionner. Toute la Scandinavie, le Danemark, vous ajoutez quoi? La Suède, et plein d'autres pays de la Scandinavie, c'est beaucoup plus des monarchies. Il y a ces pays, l'Europe, c'est des monarchies. Il y a ces pays, il y a l'Europe, il y a aussi l'Afrique et le Cameroun. Alors je voudrais peut-être vous poser une question. Il y a certains qui estiment que ces sommes qui sont justement consacrés aux élections sont énormes dans un pays où les hôpitaux et les écoles manquent de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces dépenses électorales et nos urgences sociales? C'est pour ça que j'ai par exemple dit que les 22 milliards, ce n'était pas beaucoup. Quand vous regardez le budget du ministère des enseignements secondaires, vous regardez le ministère de l'éducation de base, mais ces deux-là seulement, c'est presque le quart du budget de l'État. Or, le cas du budget de l'État, on va chercher dans plus de 250 milliards. Or, vous me parlez de 22 milliards. Donc, ça fait à peine 10%. Moins de 10%. Puisque 10%, c'est 25 milliards. Pour moi, ce n'est pas assez. Parce qu'en fait,
Puisqu'on nous a imposé la démocratie, croyant que la démocratie allait nous développer, si je vous présente deux clichés, par exemple, vous vous rendrez compte que la démocratie, sous nos latitudes, n'est pas très adaptée pour nous apporter du bonheur. Prenons le cliché où il n'y avait pas des élections et le cliché où il y a les élections. Mais monsieur, j'ai la chance d'avoir vécu les deux périodes. Dans la première, j'étais tout jeune, mais j'ai bénéficié de la bourse à l'école primaire, monsieur Ngefak. Vous m'indiquez une école primaire où on donne la bourse? Non. J'ai bénéficié de la bourse au secondaire. Vous m'indiquez un secondaire aujourd'hui où il y a la bourse, mais public ou privé, il n'y en a pas. J'ai bénéficié de la bourse à l'université. Première année, 25 000. Deuxième année, 35 000. Troisième année, 45 000. Monsieur, nous avions notre carte d'étudiant qui nous donnait accès à tout. Le plat de nourriture à l'université à 85 francs. Quand j'ai décrit donc ce premier tableau, j'en viens maintenant au deuxième, où vous faites donc les élections en disant « Vive la démocratie ». Avec la démocratie, la bourse a été supprimée en 1992, monsieur Ngefak, remplacée en lieu et place par 50 000. Et on a même voulu augmenter ces 50 000. Il y a une bronca dans les facultés pour maintenir ça à 50 000. Quand on a supprimé la bourse même à l'étranger, c'était évident, nous, quand on fréquentait, monsieur Ngefak, à l'école, depuis la seconde, tu te disais « Je vais faire X mine ». Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Des matières scientifiques, tu travailles dedans, 16 de moyenne, premier trimestre, 16 deuxième, 16 troisième. À la fin, quand tu avais ton bac avec 16 de moyenne, il n'y avait pas de débat, tu avais la bourse pour aller à l'étranger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le niveau de salaire à l'époque, monsieur Arnaud Ngefak, nous tous on voulait être enseignants. Les enseignants, même seulement du lycée Les Plecs, professeur du lycée d'enseignement général, professeur du lycée d'enseignement technique Les Plecs, ils étaient bonnement payés. Ceux qui n'étaient pas bien payés, c'était 500 000 francs par là. Vous imaginez. Or, avec la démocratie aujourd'hui, vous voyez un enseignant qui bombe le torse en public, dit qu'il est bien payé. Nous voulions être médecins, on a fait des pour ça, monsieur Arnaud Ngefak. Mais vous connaissez combien de médecins qui sont fiers de leur niveau de revenu aujourd'hui? Vous allez regarder dans la galaxie les gens qui s'endettent auprès du système bancaire local. Et partent au Canada avec femmes et familles, vous voyez que c'est tout ce beau monde-là. Comme pour dire que si le niveau de revenu qu'ils gagnaient était assez suffisant, était de nature à contribuer à leur bonheur, ils n'auraient pas abandonné leur pays pour aller ailleurs. Donc je conclue pour dire que quand je présente les deux plateaux, les deux tableaux, le premier tableau où le pouvoir central est fort, on ne laisse pas les gens se disperser. Et le deuxième tableau maintenant où on dit nous sommes à l'aide de la démocratie, nous sommes à l'aide de la libéralisation, nous sommes à l'aide de la libération de tout. Vous voyez que les mœurs même, monsieur Arnaud Ngefak, à l'époque, vous pouviez être dans les cercles auditoriums parmi les plus sacrés, mais personne n'était au courant. Mais aujourd'hui, il y a des émissions sur vos plateaux où quelqu'un dit que non, il faut être ci, il faut être ça. Les gens viennent publiquement dire au nom de la démocratie que voici mon orientation sexuelle. Alors que dans les pouvoirs centraux forts qui ont développé les États-Unis d'Amérique, qui ont développé la France, qui ont développé l'Angleterre, qui ont développé tous ces pays, il y a des limites à tout. Or, la démocratie vient autoriser la porte, une sorte de porte ouverte à tout. Les gens au quartier parlent de s'assailler. Or, ce s'assailler nous a suffisamment limité. J'insiste encore là-dessus pour cette autre prise de parole. Il faut forcément que la classe politique, avec des intellectuels et aujourd'hui, se livre à une sorte d'ingénierie politique pour nous trouver un mécanisme de dévolution de pouvoir qui ne consomme pas autant d'argent comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, vous parliez du financement des partis politiques. Revenons-y. De quoi vivent nos partis politiques en période électorale et en période hors élection? En période hors élection, bon, les partis politiques, je donne la précision, sont au sens de la loi camerounaise portant création des partis politiques, donc sont d'abord des associations. Et quand vous allez à l'article 2 de cette loi-là, il est bien écrit, les partis politiques, à tout le moins, les dispositions applicables aux associations s'appliquent mutatis mutandis aux partis politiques. Ça veut dire quoi? Les partis politiques, à la base, sont d'abord des associations. Et je vais donc sur la loi de 90 portant liberté des associations au Cameroun. Pour être membre d'une association, deux conditions seulement, M. Arnaud Ngefak. Premièrement, adhérer au statut du parti. Et deuxièmement, être à jour de ses cotisations lors d'une éventuelle élection. Moi, j'ai été dans un programme des Nations Unies où on avait mis sur pied une structure fêtière pour les PME. Ça s'appelait la patronat des PME. À chacune des réunions, on me sollicitait donc pour venir trancher. Et quand j'arrive, ceux qui étaient en fonction disent, mais docteur, écoutez, les gens qui veulent nous enlever là ne cotisent pas. Or, nous sommes des associations et la loi dit que si tu es membre d'une association et tu veux prétendre diriger les organes sociaux, monsieur, tu dois d'abord adhérer au statut. Celui-là n'a même pas de statut avec lui, on tolère. Et tu dois être à jour de tes cotisations le jour du vote. Regardez que lorsqu'on renouvelle le sommet politique ici, pour prendre le cas du RDPC, vous voyez, on demande aux gens de justifier qu'ils ont payé toutes leurs cotisations. Donc là-bas, ils ne payaient pas et j'étais obligé de faire un peu de la politique. Et quand on avait commencé à manger, je leur disais, écoutez, toi, tu ne payes pas les cotisations, tu crois que le parti va fonctionner comment? Donc je réponds donc à votre question.
les cotisations des membres sont une source de financement du parti. Le parti politique, comme il est une association, la loi camerounaise est claire. Il lui est formellement interdit de recevoir des subventions de l'étranger. Vous voyez que même le professeur Maurice Kamto, pour ces 6 milliards qu'il est en train de demander, il avait clairement précisé que non, si les gens sont à l'étranger, ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas concernés par cette quête-là. Donc les 6 milliards devaient être mobilisés auprès des Camerounais. Et là, c'est conforme à la loi. J'ajoute, le parti politique, nous en économie, nous les appelons les institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc il peut arriver que le parti politique, par exemple, puisse produire, faire des productions éditoriales. Et si le parti vend dans ses productions éditoriales, ça peut venir renflouer sa caisse. Il peut arriver, ce n'est pas interdit, que le parti politique, et là je leur propose de faire une dérive, de faire un détour dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat. Un parti politique, par exemple, M. Arnaud Ngefa, qui a pu découvrir les semences, par exemple, de maïs, qui, je vais dire ça, une découverte originale des maïs qui donnent 5, 6, 7, 8 épis. Vous croyez que la loi va interdire à ce parti politique de vendre ses semences et de gagner de l'argent? Non, la loi ne peut pas le lui interdire. Même s'il est vrai, et je conclue là-dessus, quand j'ai fini d'indiquer dans les sources qui proviendraient donc des activités que les partis politiques mènent, il y a donc les élections. La loi de 2000, du 19 décembre 2000 portant financement des partis politiques est claire. Je prends le cas des municipales. Nous avons 360 circonscriptions. Je monte au niveau des législatives. Nous avons 86 circonscriptions. Je monte au niveau des sénatoriales, nous avons 10 circonscriptions. Je monte au niveau des régionales, c'est au niveau départemental, l'équivalent des élections cantonales en France, jadis. Nous avons 58 départements. Donc, la loi est claire. Si vous avez investi 360 candidats pour les élections municipales, le quantum de financement qui vous seront donnés avant les élections sera supérieur au quantum de ces mêmes financements publics qui seront affectés à un candidat qui n'a investi que dans 20 communes, 30 communes, 50 ou 100 communes. Et la loi dispose encore de ce que, après les résultats maintenant, la deuxième quotité qui avait été réservée pour le financement des partis politiques est reversée, tenant compte cette fois-là des résultats obtenus. Donc, ça se passe en double détente. Premièrement, quel est votre déploiement territorial? Est-ce que vous êtes déployé sur les 360 communes pour les élections municipales, 86 circonscriptions pour les élections législatives, 10 pour les élections sénatoriales, 58 pour les élections régionales? Vous aurez un peu plus d'argent que celui qui a moins investi. Et après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, si on ne prend que le cas des législatives ou de la présidentielle, on regarde encore quel est le nombre de suffrages valablement exprimés en votre faveur. On débloque maintenant la deuxième quotité et c'est ça maintenant qui constitue le budget de fonctionnement des partis politiques. Alors, ailleurs, on voit une sorte d'équilibre qu'on établit entre tous les candidats qui sont en course pour une élection sur la question de financement. Pourquoi chez nous, c'est un peu comme libre cours? C'est-à-dire, vous avez parlé de Maurice Kamto qui mobilise les fonds. D'autres ne le font pas, ils se contentent de leur propre cotisation et de ce que l'État leur donne. Comment est-ce qu'on arrive à fonctionner sans établir cet équilibre-là? Est-ce qu'il n'y a pas les données faussées au départ lorsqu'on participe à une élection, c'est-à-dire d'autres qui ont plus de moyens pour se déployer au cours de la campagne, d'autres qui n'en ont pas? En France, M. Arnaud Ngefa, Marine Le Pen est allée s'endetter auprès d'une banque en Russie à hauteur de 5 millions de dollars pour battre campagne. Ça vous indique que dans l'étiquette que les partis politiques ont là-bas, c'est-à-dire que ces partis traversent même le cap d'institutions sans but lucratif au service des ménages pour devenir des entrepreneurs politiques, des entreprises politiques. Parce que auprès de la banque, moi en tant que banque, quelqu'un qui n'a pas une activité lucrative vient me soumettre une requête de financement de 5 millions d'euros, je vais rejeter en disant que vous ne faites pas partie de mes cibles en matière de financement. Mais là-bas, chez eux, ils sont arrivés à ce stade-là. Et l'État, et je réponds encore à votre question, l'État, M. Arnaud Ngefa, c'est lorsque vous avez assez de moyens, parce que chez eux, en France encore, on plafonne par exemple les dépenses de campagne. On dit, bon, pour chaque candidat, vous pouvez dépenser jusqu'à hauteur par exemple de 10 millions d'euros. Mais si vous débordez, maintenant, c'est là où, voilà, c'est là où vous allez donc être sollicité à rembourser le trop perçu.
Et on a suivi le cas du sarcoton. Sarkozy qui avait pulvérisé les comptes de campagne, il a dû organiser des sarcotons pour recueillir de l'argent pour rembourser auprès de cette commission nationale. Or, ici, chez nous, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. On n'a pas encore ouvert la porte parce que n'ayant pas assez de moyens, cela peut s'expliquer aussi, monsieur Arnaud Ngefat. Vous voyez un pays comme le Soudan du Sud, indépendant en 2010, mais monsieur, la proclamation de cette indépendance est faite avec 3 choses. Son hymne, son drapeau et sa monnaie. Vous prenez un pays comme la Namibie, indépendant en 1990, Sam Nujoma, que j'ai eu l'occasion de voir ici, 3 choses, son hymne, son drapeau et sa monnaie. Donc c'est facile pour un pays, par exemple, qui a le pouvoir de battre monnaie, d'instruire le gouverneur de la Banque centrale, monsieur, vous créez de la monnaie ex nihilo, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire on fait fonctionner la planche à billets. On sort donc, pour prendre notre cas, on dit, allez, il y a 11 candidats. On dit chacun peut dépenser à hauteur de 100 milliards. On lui donne donc à hauteur de 10 milliards. Fois 11, ça fait 110 milliards. On dit au gouverneur de la Banque centrale, monsieur, produisez-nous à partir de rien, ex nihilo, un budget de 110 milliards. Et les candidats en face auraient simplement, pour simple activité, de dépenser, en comptant un tout petit peu. Parce qu'à la fin, il va falloir venir présenter les comptes. Pour compte, il va falloir faire ce qu'on appelle la reddition de compte. Donc, monsieur, vous venez présenter, donc, qu'est-ce que vous avez dépensé en termes de gadgets publicitaires, en termes de communication. Et nous pouvons vérifier. Vous ne pouvez pas dire que j'ai fait 45 sorties sur les antennes de Canal 2 International. Or, Canal 2 n'est pas une chaîne qui diffuse de façon confessionnelle. Ce n'est pas une chaîne qui diffuse de façon confidentielle, je voulais dire. On peut retracer vos sorties sur les antennes de Canal 2. Donc, je conclue pour dire que la difficulté pour nous ici, c'est parce que nous n'avons pas le pouvoir de battre monnaie. Cela nous aurait permis de produire de l'argent à partir de rien pour financer dans les activités politiques. À côté des financements publics, il y a les financements privés. Est-ce qu'il n'existe pas un risque d'influence opaque de certains groupes d'intérêt dans ce cas-là quand on recourt au financement privé? Oui, tout à fait, tout à fait. Le risque, il est certain. Parce que quand vous sollicitez dans les financements privés qui finissent par vous porter au pouvoir, vous avez presque l'obligation de répondre aux engagements que vous avez souscrits auprès de ces opérateurs privés. Ils n'ont pas voulu se placer devant. C'est vous qui êtes devant. Ils vous disent donc, monsieur, si vous passez à l'Assemblée nationale, on va travailler pour vous, passer à l'Assemblée nationale, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui est à 16,5%, qui est venu remplacer l'impôt, ça s'appelait jusqu'en 2005 la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers. Monsieur, vous me portez ça de 16,5% à 3%. Et si vous arrivez au pouvoir maintenant, ils vont vous mettre la pression dessus, ce qui a tout un sens, puisqu'ils vous ont préfinancé. Ils cherchent à récupérer de l'argent. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les sources de financement occultes sont de nature à limiter l'autonomie d'action du candidat qui aurait été finalement bénéficiaire du nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, si éventuellement on l'a proclamé comme chef d'État. À ce niveau-là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais sous nos latitudes, comme le secteur privé parfois est presque le relais invisible des gens qui sont publics au sommet de l'État, ou au milieu intermédiaire de l'appareil de l'État, on a souvent comme l'impression, nous le voyons aujourd'hui, une chaîne de télévision à Yaoundé, il y a un de vos confrères qui disait que ça lui appartenait. Après, on s'est rendu compte que ça appartient à un maire qui a rapidement signé un acte que nous tous nous avons vu dans la presse. Voilà un exemple. Vous voyez, théoriquement, ça pouvait bien lui appartenir. Qu'un journaliste qui a 10-15 ans puisse mettre sur pied un projet éditorial, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais les financements ne sont pas suffisants. On est obligé donc de puiser dans le privé. Et à un moment, le privé ne veut donc plus garder sa place de privé, c'est-à-dire dans l'ombre. Il a tendance à venir au devant de la scène pour dire, mais messieurs, respectez les engagements que nous avions souscrits dans l'ombre. Vous aviez promis de faire passer l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de 16,5% à 3%. Voici déjà 5 ans, il ne reste que 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous serez, à votre corps défendant, porté à prendre un acte comme celui-là. Donc je suis totalement d'accord. En tout cas, les téléspectateurs ont suivi votre regard. Alors je voudrais, est-ce que ce mot de financement dont on parle là ne crée pas de facto une sorte d'inégalité entre les partis dominants et les partis dits des petits partis? Oui, vous avez totalement raison. Mais en fait, c'est la réalité de la vie ordinaire. Vous voyez un monsieur, par exemple, qui a un père qui est général, qui a une maman qui est commissaire divisionnaire, qui a un oncle qui est procureur de la République, qui a les cousins
qui sont au conseil, qui sont conseillers au niveau de la Cour suprême. Et vous allez dans le cadre d'une compétition à un poste. Lui, il sort de X-Mine. Et vous sortez tout droit de l'EGEM, l'école de géologie et d'exploitation minière de l'université de Gangere, même pas à Gangere, à Meganga. Et vous venez vous présenter face à lui, il est de fortes chances qu'il puisse avoir une présomption de compétences sur vous, pas simplement ça. Et entre guillemets, je vous fais une petite anecdote. Nous sommes au début des années 2000 et il y a un de nos camarades qui est sorti de l'école avec nous. Et il a décroché l'emploi dans une multinationale qui fait dans le secteur du pétrole. Et on lui dit, ben, monsieur, il faut un parrain pour vous, il faut un parrain. Il a donc pensé à un de leurs grands-parents qui était au village et puis une très haute notabilité de la République, pour parler ainsi. Il allait donc pleurer là-bas. Mais qu'est-ce que la notabilité a fait? Elle a pris la femme de son, il a pris la femme, je ne cite pas son nom, il a pris la femme de son fils qui était là, qui n'avait même pas les compétences de ce poste-là. Et malheureusement, c'est elle qu'on a pris là-bas. Vous pouvez imaginer. Donc je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, il y a cette disproportion entre entre guillemets, les petits partis et les grands partis, ce qui relève de l'ordre normal des choses. C'est-à-dire quoi? Vous avez, monsieur, voilà, je prends votre cas, dans le domaine des projets éditoriaux aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent talonner Canal 2, mais Canal 2, c'est le résultat de 5, 10, 15, 20, voire 25 ans, sinon plus, de travail. Donc, il faut aussi solliciter de la part de ceux qui sont petits aujourd'hui de recourir à cette trajectoire qui permet de faire de vous qui êtes petit aujourd'hui, un grand demain. Donc, pour ne pas les... je vais dire quoi? Pour ne pas les décourager, il faut leur dire que non, c'est le résultat d'un parcours sur la durée qui finit par faire de vous un grand parti ou un petit parti. Resserrons un peu sur la présidentielle du 12 octobre prochain. Est-ce que lorsque l'argent est trouvé de façon privée ou par financement public, est-ce qu'il y a des obligations qui sont d'office ou qui naissent à partir de ce financement-là? Bien entendu, j'insiste. Lesquels? Je vous prends un exemple. Moi, je suis le président du syndicat des entreprises du domaine de la sérigraphie. Mais nous nous battons pour vous trouver des financements pour aller aux élections, M. Anongefa. Vous êtes dans la liste des 11 devant le président Biaké, le 12e, et qui pourra peut-être redevenir le premier. Mais vous trouvez normal que nous vous accompagnions à l'aéroport pour que vous alliez en Chine passer la commande des chemises floquées, des parapluies floqués, des t-shirts floqués? Pas du tout, nous allons contester cela. C'est à nous que vous devez passer ce marché-là. Nous allons donc produire les t-shirts, les casquettes, les visières, bref, ce que vous faites, vous appelez la publicité objectale. Donc, c'est à nous qui vous avons apporté ce financement de le faire. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que quand vous apportez ça maintenant, vous nous donnez pour aller partager aux hypothétiques candidats qui pourraient, je veux dire électeurs qui pourraient vous voter, nous traînions le pied à le faire, ou que nous gardions une bonne quantité pour nous en disant, d'ailleurs c'est notre argent, il n'avait rien, c'est grâce à notre argent qu'il allait passer cette commande en Chine. Oui, mobiliser les financements des sources qui ne sont pas publiques vous lie forcément à ces sources-là et vous rendre tributaire, je dirais, de façon indissolue de leur volonté. Vous imaginez que, je ne veux pas citer certains cas que vous devez connaître, nous allons aux élections législatives. Mais c'est nous qui avons mobilisé les financements. La caution, c'est 1 million. Et nous avons, sur les 86 circonscriptions, nous avons pu avoir à peu près 50 circonscriptions. Donc l'argent, c'est nous qui l'avons mobilisé. Et au moment de choisir les candidats, vous dites qu'il n'a pas été à l'école, qu'il n'a pas été à Sciences Po, qui n'est pas enseignant gradué de sciences politiques. Pas du tout. Nous allons contester sur le champ. Donc, celui qui, malheureusement, c'est la nature même de la physique, hein, la main qui est au-dessus, et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, c'est un phénomène physique. Si vous ne tendez pas par le bas, vous ne recevez pas ce qui vient par le haut. Et par voie de conséquence, vous n'aurez rien. Par contre, le fait de mettre la main par le bas, c'est un sentiment d'humilité, que je ne peux pas tout faire de moi-même. Et partant, si j'ai une proposition à leur faire, M. Anongefa, lorsque vous allez dans ces négociations-là, arrêtez les bases avant que l'argent n'arrive. Cette histoire de dire que l'argent va arriver, on va voir après. Quand l'argent arrive, c'est terminé. Les effluves du pouvoir contenus dans l'argent sont déjà montés à la tête de ceux qui l'ont. Et ça n'apporte que des clashs.
Regardez dans tous les marchés publics où quelqu'un a dit si tu me donnes ce marché, tu auras tel montant. Quand le marché est arrivé, on a déjà fait les premiers paiements. Mais même le monsieur qui avait promis de te donner 10% ou 5%, 1%, il n'a plus ton temps. Il dit, ben monsieur, je n'avais rien signé, je n'avais rien fait. Donc, on ne parvient pas à travailler sur la base de la bonne foi. Et je propose dans nos environnements où nous n'avons pas encore des familles assez développées, monsieur Arnaud Guéfac. Alors, la bonne foi n'est pas encore la chose la mieux partagée chez nous. Donc, je conclus en disant, les gens qui vont chercher de l'argent dans des sources non officielles, faites attention, signez bien vos deals et le moment venu, faites un effort de les respecter. Et quand l'État finance, parce qu'il y a une partie du financement qui vient des fonds publics, est-ce que ceux-là ont des exigences particulières en termes d'engagement? C'est-à-dire, au cours de la campagne électorale, on va voir des meetings, on va voir de la communication, on va voir des affiches, ainsi de suite. Est-ce que quand on vous a donné de l'argent, les fonds publics, est-ce qu'il y a un engagement autour de ces fonds-là? Bon, l'engagement selon la loi eût été, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer une institution auprès de laquelle la reddition des comptes de campagne devrait être faite. Donc, il y a cette insuffisance dans la loi. Et je suggère donc à ceux qui font donc la loi de modifier cette loi-là en y insérant donc cette institution auprès de laquelle les gens viendraient donc faire la reddition de comptes, viendraient rendre compte. C'est-à-dire une sorte de compte rendu accessible au grand nombre, puisque c'est l'argent public. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de choses un peu, comment je vais dire, qui ne seraient pas prouvables? C'est-à-dire, vous organisez une campagne, un meeting par exemple, comment vous évaluez un meeting? Ben, le meeting, il y a l'espace. Si j'organise le meeting par exemple au boulevard Saint-Germain-des-Prés, sur une place publique, ça se loue auprès de la communauté. La communauté a loué et m'a délivré une facture. Deuxièmement, il y a les stands à monter. Et ce n'est pas moi qui ai monté le stand, il y a une entreprise spécialisée dans ces dispositifs-là. Qui émet les factures. Qui émet les factures, je mets là. Il y a la sonorisation. Le monsieur qui fait la sonorisation, je lui paye de l'argent. Il y a la couverture médiatique. Canal 2 me fait une facture que je paye. Il y a mes équipes maintenant qui montent la sécurité, l'escorte. Voilà, ce qui fait que la traçabilité n'est pas difficile à prouver. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer dans cette économie électorale? Énormément, énormément. Et là, parfois, je regrette de la part de certains entrepreneurs politiques de prendre souvent sur eux d'aller faire campagne ailleurs où on paye 10, 20, 30, 40, 100 fois plus que ce que les médias locaux demandent. Je vous prends un exemple, M. Arnaud Guéfac. Vous voulez annoncer votre candidature, vous le faites dans le Daily Newspaper, vous le faites dans le New York Times, vous le faites dans le... je sais pas moi, dans le Figaro. Mais ça coûte 100 fois ce que Canal 2 aurait pu demander ici. Ça coûte 200 fois. Et c'est sans efficacité identique à ce que votre visibilité obtenue en passant par Canal 2 aurait été. À ce niveau-là, oui, bien entendu, il est question que les médias, c'est vrai, c'est la haute saison. Il faudrait aussi que pour cette saison-ci, qu'on puisse penser aux médias, non plus comme pour venir seulement profiter de l'antenne en disant « Ouais, monsieur Arnaud Guéfac, autorisé que je salue quelqu'un, autorisé que je dise sinon... » Bon, ils ont la liberté de choix, le choix de leur communication. Ils ont certainement des experts en communication qui choisissent des canaux. Je comprends très bien, je comprends ce que vous dites, mais là, c'est le cœur qui est en train de parler, c'est sur la tête. Je suis en train de dire que nous ne nous battons pas pour aller mobiliser 400 milliards à l'étranger. Et ces 400 milliards n'arrivent pas au trésor public parce qu'en fait, on a directement donné l'ordre de payer tel fournisseur ou tel autre des services que nous pouvons facilement avoir sur le plan local. Donc, je suis en train de plaider pour la consommation du Made in Cameroun. Je suis là en plein dans le Made in Cameroun pendant que le service est concerné. Parce que quand vous regardez de très près, vous dans les projets éditoriaux aujourd'hui, les journalistes parmi les plus compétents, nous les avons ici au Cameroun. La preuve, quand ils vont à l'étranger, ils ne vont pas comme stagiaires. Votre confrère est allé à Manitoba, au Canada. Il n'est pas allé là-bas comme stagiaire. Il allait directement à l'antenne. Beaucoup de nos anciens footballeurs à l'époque, quand ils partaient d'ici, ils n'allaient pas jouer en Ligue régionale, ils allaient directement au niveau le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà des professionnels. Donc je conclus pour dire que même dans un environnement amateur, on peut avoir des professionnels qui, du fait de l'environnement, ne gagnent pas le montant que leur talent leur aurait permis effectivement de gagner. Mais une fois qu'ils sortent de ce giron-ci, de ce carcan-ci, vous voyez qu'ils explosent tous force. Alors, je voudrais votre analyse également sur la caution des candidats pour l'élection présidentielle, notamment. Elle est de 30 millions de francs CFA aujourd'hui. Comment vous considérez cela? Je veux votre analyse personnelle sur ce coût-là. Est-ce que pour vous, il est très élevé
où il est accessible pour une présidentielle? Disons qu'il fallait faire quand même un tri, M. Anong Ofak. Nous avons vu ce qui vient de se passer là, avant le 11 juillet. Nous avons eu 83 candidatures. Et l'élection Cameroun lui-même, elle-même, a annoncé 81 candidatures. Et après, s'est rendu compte qu'il y avait même une autre candidature qui était calée dans ses archives. Donc 82 candidatures pour une élection présidentielle. Je ne peux pas dire que c'est trop, mais c'est excessif. Donc la caution vient là. Vous estimez que la vitalité démocratique est de trop? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas la vitalité démocratique, M. Anong Ofak. La présidence de la République n'est pas la prématernelle. On ne commence pas à faire ses classes au sommet de l'État. On commence à faire ses classes depuis l'école primaire. Vous avez des gens qui... Il faudra retrouver un siège de conseiller municipal, ensuite peut-être de député, ainsi de suite. Pas seulement ça, depuis l'école. Parce que vous avez été à l'école. Oui. Parmi vos camarades de classe, vous avez déjà une idée de le gars qui était le tribun, la jeune fille qui était très impliquée dans les organisations scolaires. Tout à fait, vous commencez par là. Vous commencez par là, et puis à la fin maintenant, lorsque vous sortez sur la scène publique, ça ne surprend plus pas grand monde. Vous voyez le jeune petit frère Cabral Libi. Cabral Libi, il était déjà sur vos plateaux, il faisait des merveilles en tant que très grand orateur, mais avec le temps, quand il a glissé dans le giron de la politique, ça n'a surpris personne. Vous prenez le cas des syndicats. Notre UPC dont nous parlons tant, ses origines sont d'essence purement syndicale. Vous allez, M. Chiluba en Zambie, c'est un syndicaliste. Vous allez en Pologne, Lech Walesa, c'est un syndicat. Alors quand vous commencez par là également, ça vous permet de faire vos classes, de savoir comment gérer l'intérêt commun. Or, si ce n'est pas le cas, vous vous retrouvez à cette très haute position de la République, vous allez chercher vos marques encore, et puis 7 ans après, vous allez partir comme vous êtes venu, c'est-à-dire sans la moindre influence sur tous les problèmes que vous avez observés avant de venir au pouvoir. Les observateurs et même l'opinion sont divisés sur la question. Il y a certains qui parlent de filtres légitimes et d'autres de la barrière pour la démocratie. Vous situez à quel niveau? Bonne question. Là, vous sollicitez l'expert des marchés publics. L'expert cette fois? Non, expert des marchés publics, des questions des marchés publics. Les marchés publics, pour le cas du Cameroun, c'est l'œuvre d'un décret, le décret numéro 2004/275 du vendredi 24 septembre 2004, qui a été réformé 14 ans plus tard, en 2018, et remplacé par le décret numéro 2018/366 du mercredi 20 juin 2018 portant code des marchés. À l'intérieur, c'est des dispositions constantes pour soumissionner un marché, M. Anong Ofak, qui relève des marchés publics. Monsieur, il y a une caution, il y a même 3 types de caution. Vous avez la caution de soumission, c'est-à-dire déposer seulement vos dossiers, il y a déjà une caution que vous obtenez auprès de votre banque. On veut savoir si vous êtes crédible, parce qu'on ne va pas vous payer à main levée. Vous, à un moment, pouvez annoncer que vous avez assez d'argent, mais en réalité, vous êtes coincé à la dernière minute. Il faut donc des gens dont la marchandise qui est vendue au quotidien s'appelle l'argent, c'est-à-dire les banques commerciales. Vous pensez vraiment que cette caution est la garantie de la crédibilité des candidats? C'est un minimum. C'est un minimum. Je vous prends un exemple. Comment vous voulez gagner un marché? Vous n'avez même pas la caution de soumission. Et quand vous avez donc gagné ce marché, monsieur, vous avez 20 jours pour remplacer la caution de soumission par la caution de bonne exécution. Et après, il peut arriver aussi justement que vous soyez coincé. Vous retournez auprès du maître d'ouvrage pour dire que vraiment, je croyais que j'aurais assez d'argent. J'ai obtenu auprès de ma banque l'attestation de solvabilité financière. Et à la dernière minute, elle est en train de se rétracter. Le maître d'ouvrage va vous dire, vous pouvez solliciter de l'argent à hauteur de 20% du marché TTC. Mais en contrepartie, vous devez d'abord me délivrer une caution d'avance de démarrage. Avant 2018, c'était le 30%, mais le décret, comme je l'ai dit tout à l'heure, le code des marchés de 2018, l'a limité à 20% du marché TTC. Ça veut dire qu'en termes simples, le marché de 100 millions TTC, vous pouvez solliciter jusqu'à 20 millions auprès de votre maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, la loi lui fait, le règlement, le code des marchés lui fait obligation d'obtenir d'abord la caution d'avance de démarrage. Et vous voyez, cette caution d'avance de démarrage n'est pas donnée par moi, l'adjudicataire du marché. C'est donné plutôt par ma banque partenaire. C'est-à-dire un tiers qui croit donc en moi. Ça limite dans le niveau de risque qu'il y a pour le gouvernement à confier un marché à un monsieur qui va l'abandonner le lendemain matin, puisqu'il y a un tiers qui est venu prendre sur lui en disant, si
vous avez constaté quelques lacunes dans l'exécution des engagements qu'il a souscrits auprès de vous, je suis disposé à réparer donc ces insuffisances, ces impérities dans tel délai, parfois on dit à première demande. C'est-à-dire vous sollicitez seulement que le monsieur s'il m'a fait perdre 10 millions et la banque dit ok, apportez-moi les éléments et je vous paye les 10 millions en retour. Donc pour moi je conclus, la caution également pour l'élection présidentielle, c'est un élément minimalement pointé pour obtenir de la part de tous les candidats. N'oubliez pas, M. Arnaud Ngefak, j'ai parlé des circonscriptions tout à l'heure. 360 pour les communes, 86 pour les députés, 10 pour les sénateurs, 58 pour les régionaux, pour les conseils régionaux. Mais une seule circonscription pour le président de la République, vous imaginez? Lors des élections, il y a Edekam qui va mettre ses équipes à l'étranger. Là. Quelqu'un va au Japon pour venir voter, arriver là-bas, on prononce le nom de monsieur, bon, pas Arnaud Ngefak, quelqu'un d'autre, on dit, ah, inconnu au bataillon. Donc, il faut quand même un minimum, il faut un minimum. Et de mon point de vue, oui, maintenant, la caution à ce niveau. Le cautionnement pour la candidature à se présenter comme prochain président du Cameroun à l'élection présidentielle. Alors, on a appelé l'argent le cœur invisible de l'élection parce que c'est l'élément qu'on ne voit pas. Oui. Mais on dit que la partie qui est sûre, qui est officielle, est très minime par rapport à ce qui circule officieusement. Tout à fait, tout à fait. Et quand j'entends quelqu'un dire, bon, heureusement que c'est le professeur Kanto qui vient nous dire que pour sa campagne, il voulait dominer le Cameroun ici, et en vertu du principe d'extraterritorialité, les sites où le Cameroun est à l'étranger, comme c'est au Cameroun, il voulait également aller là-bas, 6 milliards 200 millions. Quand nous disions déjà à l'époque que c'est plusieurs milliards pour être candidat à l'élection présidentielle et se déployer sur le terrain, les gens ne voyaient que 2 semaines. Ce n'est pas en 2 semaines que vous serez élu président de la République. Non, minimum c'est 7 ans. C'est 7 ans. Donc, si vous sortez comme ça, vous venez, on vous sort du chapeau pour vous annoncer candidat. Sur les 11, nous avons ouvertement que je ne peux pas citer le nom de 5 ou 6 candidats. Mais si on a des candidats comme ceux-là, il y a de fortes chances qu'ils auront tendance à jouer, même involontairement, le rôle du pouvoir qui n'aura aucun effort à déployer substantiellement pour battre ces candidats, même dans leur fief. Voyez-vous, M. Arnaud Ngefak, tous les partis politiques, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre, ou en Espagne, ont ce qu'on appelle des fiefs. Quand vous prenez ces 11 candidats, vous positionnez les uns et les autres où? Ils sont peut-être 2 ou 3 qui ont des fiefs, mais les autres n'ont pratiquement pas de fiefs. Et je conclus, comme vous l'avez dit, oui, il faut beaucoup d'argent, je dis encore beaucoup d'argent, pour vous déployer sur le terrain. Je vous prends un exemple. Douala, Edea, 70 km. Si vous voulez mettre sur pied votre caravane pour battre campagne, doucement, à pas de tortue, donc c'est à peu près 5 km à l'heure. Pour faire les 18 km, pour faire les 70 km à Ngefak, il vous faut 14 jours. 14, vous imaginez, il vous faut 14 heures. Mais attendez, 14 heures, ça fait 2 jours. Mais les gens qui sont avec vous vont normalement vivre comme s'ils étaient chez eux. C'est-à-dire, à un moment, vous allez marquer un stop pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent bien sûr, prendre leurs ablutions, ainsi de suite. Donc, pour cela, oui, l'argent annoncé officiellement est de très loin infime par rapport à la quantité des financements et d'autres faveurs qui circulent en sous-main. Vous l'avez compris, l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 ne sera pas seulement un jeu politique, mais aussi un jeu économique, car l'argent, qu'il vienne de l'État, des partis ou des candidats, dessine en filigrane le visage de notre démocratie. Au Cameroun, plus que jamais se pose la question de l'équilibre entre le coût de la démocratie et la valeur de la démocratie. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à investir pour garantir des élections libres et transparentes au Cameroun? La réponse à cette question conditionnera, au-delà du scrutin, l'avenir même de notre République. Merci à Jean-Marie Biada d'être venu échanger avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre émission La Rétro. Merci beaucoup Arnaud. Généralement, je venais dans la rétro en fin d'année. Bon, je suis content de savoir que je viens dans la rétro pour signer mon retour médiatique pour l'exercice 2025-2026. Et j'étais très content que vous me donniez cette possibilité de monter sur le toit du monde pour donner les clés de lecture et de compréhension de l'apport des financements dans l'exercice des activités politiques pour les élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe technique et rédactionnelle mobilisée autour de cette émission. La rediffusion, ce sera lundi à 9h30. À dimanche.
Thank you.